Alors, Alors, bonjour, je m'appelle Véronique Ajolet, je suis la responsable du pôle insertion professionnelle de l'étudiant de l'université Sorbonne Paris Nord. Aujourd'hui, j'accueille, Lofred Mazou, qui est, l'animateur en fait de cette, rencontre et qui a eu, la gentillesse, de d'inviter Irina, Nikolaïeva. Qui va nous parler en fait, de son métier qui est, alors moi j'ai cherché, hein, on va savoir, j'ai pas trouvé de vraie définition, mais qui est, product non, manager, c'est ça. senior. Voilà et du coup, voilà, moi je me suis posé plein de questions parce que je me suis dit: «Je sais que l'IA est vaste, mais quand même là, j'ai fait mes petites recherches et j'ai trouvé plusieurs définitions différentes». Donc je suis, impatiente. Voilà, je laisse la parole à Lofred, qui va, mener Super. cette, session. Alors, bah, bonjour à tous. On va commencer tranquillement. Donc, moi, Lofred Mazou, je suis directeur stratégie d'une startup qui s'appelle Truera. Nous, on offre des solutions qui permettent de tester, débugger, de monitorer les modèles de machine learning. Vous commencez, je pense, à me reconnaître. On avait déjà fait 2 sessions auparavant dans le cadre de cette série sur les métiers de l'IA. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Irina, qui a un remarquable parcours, et on va discuter plus amplement du métier de product manager. Donc, sans plus tarder, j'aimerais que tu te présentes en retraçant un peu ton parcours d'abord académique à partir du bac, qui est très riche, et je te poserai d'autres questions par la suite. Enchantée tout le monde. Et oui, je, j'ai un métier de chef de produit. Peut-être que de définir d'abord ou d'abord Ouais, le voilà, définir ton métier, puis après retracer ton parcours, effectivement, non. c'est peut-être mieux. Ouais. En effet, c'est un métier qui peut prendre plusieurs, comment dire, qui peut avoir des tâches assez différentes cachées derrière en fonction des entreprises. Je pense qu'il est commun toujours, c'est que c'est une personne qui doit avoir en fait une vision du produit, c'est-à-dire ça va être une personne qui va être à la croisée des utilisateurs, donc bien comprendre les besoins des utilisateurs, à la croisée de la stratégie de l'entreprise, bien comprendre ça pour pouvoir bien implémenter quelque chose qui est en cohérence avec ça, et avoir un aspect à la fois business, donc savoir combien ça coûte et quels sont les besoins qui peuvent générer de l'argent derrière, et ensuite qui est en lien avec les équipes techniques, donc les développeurs. Et donc, il y a un minimum de bagage technique pour pouvoir communiquer avec eux et leur dire ce qu'il faudrait implémenter, voire le co-créer avec tous les acteurs que je viens de nommer. Voilà, donc c'est un métier qui est assez multifacette. Il y a en effet toujours un aspect gestion de projet, réussir à planifier ce qu'on veut faire. Et il y a un aspect en fait qui est pas mal dans le contact humain et dans l'empathie, je dirais, pour réussir à bien comprendre tout le monde et bien comprendre quels sont leurs besoins et savoir les prioriser. Voilà. Donc ça, c'est pour le métier de product manager. Et comment je suis arrivée là? Donc les gens n'arrivent jamais là, en effet, par une formation qui a préparé à ça, parce que ça n'existe pas vraiment. C'est un métier qui est relativement neuf. Il a, il, il a commencé à être créé il y a une vingtaine d'années aux États-Unis, et puis peu à peu, je dirais, il y a une dizaine d'années, il a commencé à apparaître chez nous, donc c'est relativement récent. Euh, et donc, généralement, les personnes viennent franchement, de tous les parcours possibles et imaginables. Et en fait, elles sont guidées par une envie de créer un produit qui soit utile aux utilisateurs et qui ont en tête un peu aussi un aspect un peu plus business du produit en question. Voilà. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par... j'ai pas mal hésité. J'avais un profil très interdisciplinaire au lycée et je savais pas trop quoi faire. Et un peu par défaut, je suis allée faire au début des études de maths et un peu de physique. Et puis ensuite, j'ai intégré une école d'ingénieur. Et dans l'école d'ingénieur, je voyais que je correspondais pas tout à Attends, fait. attends, tu, tu- Ouais. tu vas un peu vite. Tu vas un peu vite. Est-ce que c'est très important pour la jonction? Donc, avant de rentrer dans l'école d'ingénieur, tu rentres en prépa déjà. Est-ce que tu peux me parler un peu de cette décision d'aller en prépa? Comment la prépa se passe et comment tu choisis ton école d'ingénieur? Parce qu'on a comme des étudiants, c'est intéressant de comprendre un peu le cheminement. Alors, comment je choisis ma prépa? C'était pas du tout un choix évident pour moi dans quelle direction partir.
je choisis la prépa parce que je sais que il y a une éducation de qualité qui est exigeante et je le vois un peu comme un défi à relever, de passer à travers ça et aussi de du coup gagner en résilience avec une expérience dont je sais qu'elle va me stresser un peu. Et donc j'y vais un peu avec cet état d'esprit-là. J'étais à ce moment-là pas complètement passionnée seulement par les maths, enfin, j'aimais vraiment tout. Et donc j'arrive et je me retrouve un peu ensevelie sous les maths et je me dis oh là là, c'est beaucoup de maths. Et donc c'était en effet un gros défi. J'ai eu des superbes personnes autour de moi, mais j'ai pas pour autant aimé l'expérience. Je pense que c'était un peu trop de pression et pas assez de liberté pour laisser découvrir qui je suis et me laisser faire les autres activités que j'aimais bien faire. J'ai une question à ce moment-là. Donc, tu rentres en prépa, voilà, encore une fois, voie prestigieuse, tu as beaucoup de maths, au final, bon, tu t'y retrouves pas, mais tu vas quand même au bout de ta prépa. Pourquoi Ouais. tu vas au bout et qu'est-ce que ça t'a appris aussi? D'aller au bout malgré la difficulté, malgré que tu t'y retrouvais pas. Qu'est-ce que ça m'a appris bah, je pense il y a un côté, je me suis posé un défi et j'ai envie d'aller jusqu'au bout. Je sais que ça va m'apporter beaucoup d'avoir comment dire, l'étiquette, j'ai réussi enfin réussi, j'ai vécu une prépa. Je suis pas sûre qu'il y ait une réussite ou un échec là-dessus. Euh, et c'est un peu envie de pas abandonner. Donc je pense que c'est un peu comme quand on court un marathon. En fait, il y a ce côté de non mais je me suis donné ça pour objectif, j'ai envie de l'atteindre. Euh, et donc ça m'a appris à persévérer. Exactement. Euh, Je vais t'en amener là parce que justement, on a des étudiants qui se posent des choix qui parfois, dans toutes les disciplines qu'ils ont, ils n'aiment pas tout. Mais la persévérance, la résilience, la capacité à aller au bout de son diplôme, parfois même quand on va changer de voie par la suite, c'est un signal. C'est une preuve de caractère et c'est un signal qui est noté par les employeurs et aussi par tous les acteurs qui vont interagir avec vous par la suite. Donc parfois, savoir aller au bout, c'est en soi une victoire. Donc voilà, donc tu finis la prépa, tu rentres en école. Comment se passe l'expérience? Qu'est-ce que tu fais en fait en école? Parle-nous un petit peu de cette étape-là. En école d'ingénieur, il y a deux vies. Il y a la vie académique et puis il y a tout un aspect associatif qui est, je pense, super riche et pour le coup très libre. C'est un peu le souffle où on fait ce qu'on veut et avec les gens qu'on veut et on regarde ce que ça donne. Et l'aspect académique est peut-être un petit peu moins exigeant qu'en prépa. On nous laisse un petit peu plus souffler, c'est un petit peu plus appliqué. Euh, ce qui fait du bien. Et qu'est-ce que je fais? Bah, du coup, je fais un peu de tout. Comme je m'intéresse à tout, bah, je fais tout. Et donc, je suis dans des associations. Et en même temps, j'essaye de continuer à suivre les cours. Mais je me rends bien compte que, encore une fois, les maths, c'est bien, mais je rentre pas exactement dans le moule. Et même dans mes interactions avec les gens, je me dis, mais en fait, j'ai pas les mêmes valeurs qu'eux. Et puis en plus, c'est un milieu qui est quand même assez masculin. Il y a, à l'époque, je pense, franchement, ça s'est amélioré un peu maintenant, mais à l'époque, il y avait une ambiance où, en tant que fille, je me retrouvais pas du tout bien, en fait. Je me sentais pas bien, je me sentais un peu oppressée. Euh, et j'avais du mal à même construire une sorte de cercle d'amis filles avec lesquelles je m'entends bien. Enfin, c'était important pour moi. Euh, et donc, je me dis, bon, pareil, je ne vais pas abandonner ces études-là, mais par contre, je vais chercher si je ne peux pas rebondir vers quelque chose où je me reconnais plus. Et donc, je commence à chercher à travers les différents partenaires qu'a mon école. Qu'est-ce qu'elle propose d'autre que juste, en gros, continuer dans les maths et donc, du coup, il y avait un petit peu d'informatique, il y avait un petit peu de statistique, donc il y avait toutes les applications de maths qui s'ouvraient. Et un peu par hasard, mon école était située dans un grand centre de génétique de France. Et donc, ils avaient un partenariat avec un master local
sur la génétique. Et donc, il y avait un aspect traitement de données génétiques qui concernait un petit peu les maths. Donc, je pouvais me dire, je continue un peu à faire ce que je sais faire, tout en m'ouvrant à tout ce qui est biologie moléculaire, qui était complètement nouveau pour moi. Et donc, je commence par j'avais des petits projets. Et donc, je toque à la porte, en fait, des chercheurs en me disant, cette discipline m'intéresse, je ne sais pas trop encore ce que je sais, je suis dans l'école d'ingénieur d'à côté, est-ce que vous avez des projets à me donner? On va s'arrêter sur ce point-là, je pense qu'il est hyper important. C'est toi qui es proactif, c'est toi qui fait la démarche. Dans ton école d'ingénieur, effectivement, elle est située dans ce centre de recherche, tu as ces opportunités-là, mais c'est toi qui vas toquer à la porte de ces laboratoires de recherche, c'est toi qui te renseignes sur ce qu'ils offrent, Ouais. et au final, donc c'est toi qui es vraiment actrice à ce moment-là. Et comment la décision se fait à ce moment-là? Tu dis, voilà, tu regardes la génétique, ça t'intéresse, mais en fait, on n'a jamais fait. Qu'est-ce qui va finalement valider ton choix, j'ai envie de dire? Parce que à ce moment-là, tu es encore en phase d'exploration. Ouais, c'est ces projets en fait. C'est une fois que j'ai toqué à la porte que le chercheur m'a dit bah oui, je te donne un projet, tiens ça. Ça c'est un problème, tu peux le résoudre pendant ton temps de projet et je l'ai fait et ça m'a un peu plu. Et puis après je me suis dit bah très bien, je vais continuer à investir un petit peu plus de temps dans ce domaine-là. Et donc là j'ai fait, c'était une sorte de stage. J'ai participé à un concours de génétique qui a été fait pour des étudiants niveau master, qui s'appelle iGEM, et qui est un gros concours mondial organisé par le MIT. Et donc, pendant lequel, en gros, un gros été, on va dire ça comme ça, il y a une équipe d'étudiants qui travaillent ensemble sur un projet qu'ils choisissent. Et l'objectif, c'est qu'ils arrivent à satisfaire, disons, les critères le cadre que demande le jury, quelque part. Ok. Juste pour lier un peu les points, donc toi, tu arrives en prépa, tu as cette appétence pour les maths, mais tu cherches un domaine plus appliqué, tu rentres en école d'ingénieur. C'était quoi ton école d'ingénieur déjà? C'était Télécom Sud Paris. Ok, Télécom Sud Paris, tu cherches une discipline plus appliquée, donc tu vois les applications des maths, hein, donc tu comprends cette importance, statistique, informatique, ton intérêt se porte sur la génétique, tu as cette opportunité de stage, derrière tu enchaînes avec ce concours-là. On n'est toujours pas encore, on ne parle pas d'IA, on ne parle pas de product management à ce moment-là. Donc qu'est-ce qui te guide vraiment à ce moment-là? C'est passionné par la génétique, l'IA vient plus tard ou t'en entends parler mais un peu en bruit de fond? C'est quoi ton rapport à l'IA à ce moment-là, je parle? À ce moment-là, est-ce qu'on en entend déjà parler? On parle un petit peu de machine learning à ce moment-là, comme application des statistiques. Statistiques qui étaient vraiment dans les maths, le chapitre que j'avais vraiment du mal à comprendre quand j'étais au lycée. On n'en a pas fait en prépa, à ce moment-là, c'était pas un programme en prépa. Et donc, on a commencé à nous enseigner ça d'une manière très, très fondamentale en école. C'était très, très flou pour moi encore. Mais je voyais que c'était quelque chose d'appliqué et où il y avait de l'attraction. C'est-à-dire les gens étaient intéressés par ça et c'était en train de se développer. Donc, je finissais par comprendre que les stats, c'est important, en fait. Et donc, je travaillais un peu les stats quand j'en avais l'occasion. Donc, à cette époque-là, j'avais pas fait de projet encore de stats particulier. On n'a pas non plus bossé des stats au concours dont je parle. J'en ai fait ensuite quand j'ai intégré donc l'étape d'après, après le concours. J'ai intégré un programme où j'ai fait plus de stats. Mais je savais que les maths, c'est quelque chose où je suis douée. Et donc, j'avais envie qu'il y ait une sorte de ligne directrice où je sais que j'ai une certaine compétence. L'avantage des maths, c'est que c'est très transposable. C'est-à-dire, je peux vraiment choisir le domaine d'application. Et donc, je me suis dit, OK, ça va être le fil rouge de ma carrière. Je vais toujours avoir un aspect maths. Et donc, quand je fais de la biologie, en fait, je fais de l'analyse de données biologiques. Donc, j'apprends certes de la biologie, mais je fais toujours des maths. L'analyse de données, en fait, pareil, me confirme que les stats, c'est important. Et donc, pendant le master, on a aussi des cours de stats que j'essaye tant bien que mal de faire, mais je suis encore nulle en stats à ce moment-là. C'est pas du tout intuitif pour moi. Et du coup, je me dis, non, mais si je veux pouvoir faire des maths appliquées à un très haut niveau, il faut que je continue à me former. Et donc, j'avais plusieurs façons de le faire. Soit je
continuer sur un autre master, soit je continue en thèse. Et en thèse, c'était mieux payé. Donc, vraiment, mon choix d'aller en thèse était un choix en me disant, bah, là, c'est des études pas payées et là, c'est des études payées. Et en plus, je sais que c'est plus prestigieux. Donc, en fait, une thèse est plus valorisée qu'un autre master. On va s'arrêter sur ce point-là qui est hyper important parce qu'on a des étudiants et je pense que peu d'entre eux interagissent avec des étudiants en doctorat et en thèse. Il y a un point très important dans le domaine scientifique en général, vous avez des opportunités de financement. Donc on a des fois cette petite image un peu du chercheur, du doctorant qui galère un peu. Sans faire de clichés, c'est plus dans les sciences sociales. Lorsqu'on parle de domaine appliqué scientifique, en général, on a des acteurs industriels qui s'intéressent ou alors on a des laboratoires de recherche qui sont financés. Donc c'est déjà un rapport différent à la thèse et c'est un truc qui est extrêmement valorisé. Moi, je bosse dans une startup, on a plus de 50 ingénieurs, on en a 25-26 qui ont, un peu plus de la moitié qui ont un doctorat. C'est pas du tout les mêmes échelles de salaire, c'est pas la même perception dans la boîte. Donc le doctorat dans les domaines scientifiques, comme celui-ci, c'est un truc qui est extrêmement valorisé. Donc pour ceux qui ont l'appétence et l'intérêt, il faut surtout pas hésiter. Donc je te rends la parole, mais c'est un point qu'il faut marquer, surtout quand on est loin de la recherche, ça fait un peu peur, alors qu'en fait, ça peut être une très belle voie en fait aussi. Et surtout, je dirais qu'en IA, si vous voulez aller en IA, les thèses sont particulièrement utiles. Et en fait, c'est le cas si vous voulez aller dans n'importe quel domaine de pointe. C'est là où on arrive non seulement au bord de la connaissance humaine, mais on apprend à créer de la connaissance humaine. Et enfin, moi, j'ai trouvé ça assez fascinant sur le coup. En fait, déjà, donc c'est là où en thèse, j'apprends à. Je suis allée un peu vite peut-être, je ne sais pas si je suis allée un peu vite sur mon parcours, mais j'apprends en thèse en tout cas à vraiment analyser beaucoup de données. Et c'est là où je me dis, Irina, il faut que tu te reformes en stats parce que tu n'as rien compris à tes cours. Et donc, pendant ma thèse, je suis un cours sur Coursera qui parle de stats et d'analyse de données appliquées. Donc, je ne choisis pas les cours du monsieur, le mathématicien fondamental du MIT, mais je choisis un cours très bien noté. Mais c'était en l'occurrence appliqué à des sciences sociales. Je m'en fichais un peu. Tant que c'était appliqué, je me disais que ça allait être concret. Et donc, c'est comme ça que j'apprends à faire des stats. Un point hyper important que Irina a mentionné plusieurs fois, on peut se réconcilier avec des disciplines beaucoup plus tard dans sa vie. C'est un point important, très important. Vous êtes en licence, en master, en BTS, je suis pas bon en maths, je suis pas bon en ceci, en cela. C'est pas fini, vous n'êtes pas condamné. Par contre, si vous avez ce blocage psychologique en vous disant c'est terminé, ah oui, là c'est terminé, mais c'est vous qui avez décidé que ce soit terminé. C'est pas du tout le cas. Moi, dans mon cas, j'ai mon premier cours de machine learning en 2015 et jusqu'à 2020, 2021, j'y comprenais rien. C'est-à-dire, voilà, j'avais une appétence pour les maths, un peu comme Irina. Je m'en sors de mon cours, je galère. Et c'est quand je rejoins la startup dans laquelle je travaille actuellement, où pour le coup, ben là, on développe des logiciels de machine learning. Et je travaille avec des ingénieurs. Et donc, je me retrouve à lire des papiers de recherche et j'ai quelqu'un qui peut m'expliquer. Et ça se débloque à ce moment-là, 7 ans plus tard. Irina, c'était en thèse. Elle a commencé des stats au lycée, mais c'est en thèse que là, il y a un déclic qui se passe, 6, 7 ans plus tard. C'est très important de rester ouvert, même face aux difficultés. Parce que souvent, en fait, le blocage, il est d'abord psychologique. Vous avez les compétences, mais vous ne voulez pas. Vous êtes fermé. Et ça va vous bloquer plus tard. Parce qu'une fois que vous avez débloqué ça, en général, il y a des belles opportunités. Et j'ai vraiment vu ça même autour de moi. Enfin, en fait, les gens qui, comment dire, qui veulent, en fait, la plus importante, c'est la volonté. Si vous voulez faire quelque chose, en fait, peut-être qu'au début, ça va être dur pour vous, mais au bout d'un moment, vous allez y arriver, forcément. Si vous allez persévérer, vous allez y arriver. Et vous allez arriver à un certain niveau et ce sera le meilleur de ce que vous aurez fait, mais vous serez dans quelque chose que vous aimez et vous finirez par devenir bon. Toujours. Enfin, moi, j'ai toujours vu ça à côté de moi. Exactement. Et en fait, encore une fois, sur le long terme, c'est le caractère qui fait la différence, hein. Les purs produits, j'en en croise très peu déjà. Et c'est même pas une garantie de succès en plus. C'est encore un autre sujet, ça. Mais vraiment, la persévérance et avoir un peu d'appétence de base, on s'entend, hein. C'est sûr que si vous avez des énormes lacunes, des choses qui n'ont pas été assimilées de base, c'est plus compliqué. Mais le caractère, la persévérance, c'est un élément important. Juste un point. Donc, toi, tu sors ton école d'ingénieur, tu aurais pu travailler dans l'industrie. Tu aurais pu dire, je vais travailler, j'ai fait un beau master, tu vas en thèse. Est-ce qu'à un moment donné, tu as considéré cette alternative en disant, je vais aller travailler, rejoindre un grand groupe ou une start-up, ou toi, c'était assez évident, vu les opportunités, que tu allais continuer en thèse? Est-ce que tu as vraiment creusé la recherche d'emploi ou pas trop? J'ai pas cherché d'emploi direct parce que je me disais que
comme j'avais un peu changé d'orientation, enfin, comme j'avais commencé à faire de la biologie et que j'avais envie de continuer dans ça, je me suis dit, mais 1 an de biologie, c'est trop peu. J'ai envie de continuer à me former. J'avais vraiment cette envie de continuer à me former. Et après, bah, on m'a dit, oui, mais une thèse, ça sert toujours. Et donc, j'ai pas vraiment cherché à tout de suite avoir un emploi. Il y a un aspect qu'on n'a pas encore abordé qui est important aussi pour les étudiants, c'est l'aspect financier. Parce qu'à la fin de la journée, il faut quand même aussi payer ses factures, on a envie de bien gagner sa vie. La thèse, tu gagnes combien à ce moment-là? C'est quoi le financement? Et c'est quoi ton rapport à, je dirais ton rapport à l'argent? Parce que tu pourrais te dire, voilà, est-ce que tu te disais, je suis content de mon salaire, plus tard j'en ferai plus, c'était une considération un peu secondaire, je suis passionné par mon domaine, et l'argent, ça sera plus tard. C'est quoi ton rapport à l'argent à ce moment-là, et combien tu gagnes quand tu es en thèse? Alors, en thèse, moi, je trouve un contrat où je suis payée un petit peu plus que le minimum. C'est ce que tu disais. Enfin, il y a plein de façons de trouver des contrats où on est payé plus que le salaire de base de thèse. Donc, je suis payée entre 1500 et 1600 euros par mois, avec en plus, je prends une charge d'enseignement qui me rapporte 300 euros par mois supplémentaires. Donc, je suis à 1800, 1900 euros. Et à l'époque, ben, je suis encore jeune, je vis en coloc. T'as quel âge à l'époque d'ailleurs quand tu fais ton doctorat, quand tu commences? J'ai du coup 23 ans. Ouais, voilà, donc t'étais très jeune aussi encore. Ouais. Et en fait, mes besoins, finalement, enfin, c'est ça, je trouve des amis pour vivre en colocation. Je suis d'accord pour ne pas vivre en plein centre de Paris. N'empêche que j'ai quand même cherché ma thèse dans le centre de Paris parce que j'avais pas envie d'être à Pétaouchnok où il n'y a pas de vie. J'avais envie qu'il y ait des bars, qu'il y ait de la vie culturelle. Donc, j'ai cherché quelque chose à Paris, mais j'ai accepté de vivre à 45 minutes de route. Et j'ai fondé une coloc avec des amis. Et donc, en fait, mes dépenses sont assez petites parce que je pense, j'ai de l'ordre de 450 euros de frais de habitation, tout compris. Et je me limite pas et je sors pas non plus dans les restos tous les jours. Je sors dans les restos de temps en temps, je vais dans les bars et ça me suffit pour vivre. J'arrive à même économiser. Mais que je comprenne bien, c'est que, parce qu'il y a différents types de profils. Est-ce que toi, tu étais vraiment passionné par ton sujet et au-delà de ça, en fait, l'argent, c'était une considération secondaire? J'aime mon sujet, je gagne suffisamment pour bien vivre. Ou est-ce que tu disais, non, moi, je veux une carrière qui me paye vraiment très bien et je vois ça comme un investissement et je sais qu'à la fin de ma thèse, je pourrais gagner bien plus? Tu vois un peu je caricature un peu, mais tu vois, tu as des profils assez différents là-dessus et je veux que les élèves comprennent, en fait, ton raisonnement. Je pense que je me disais que j'allais gagner plus après la thèse. Ok. Voilà, tu le voyais comme un investissement. Ouais, je le vois comme un investissement et surtout je le vois comme une façon de moins me légitimer en fait. Moi j'avais cette envie de maîtriser ce que je fais et je me sentais pas prête en fait à travailler après mon master parce que j'ai commencé à faire autre chose en master. Donc voilà. Et donc je voyais ça comme une étape intermédiaire avant de continuer à avoir une vraie carrière. Je savais que je voulais pas rester dans la recherche. Très, très bon point. Et pourquoi je dis ça, j'insiste là-dessus avec les étudiants, c'est que la thèse, encore une fois, c'est un investissement qui peut paraître long, mais qui paye sur le long terme. Là, j'ai pas les stats avec moi, mais en fait, si vous regardez statistiquement en fait l'évolution des salaires des chercheurs, on est dans le domaine scientifique, hein, j'insiste là-dessus, on est dans le domaine scientifique, là, qui sont extrêmement demandés. On va arriver à l'IA, au machine learning, extrêmement compétitif, c'est un vrai plus sur le long terme. Et donc, savoir se projeter en se disant, j'aime mon sujet, je vais rajouter 3 ans, mais en fait, je suis payé, je suis plus vraiment étudiant, j'ai une autonomie, j'ai une vie, j'ai un appart, je suis plus cantonné chez mes parents. Déjà, c'est l'étape d'émancipation. Mais au-delà de ça, sur le long terme, il y a un vrai gain. Donc, savoir juste ça, parce que des fois, on est dans des contextes familiaux où, pour X raison, on a besoin d'argent tout de suite, on voit un peu 6 mois, 1 an. Et on a du mal à dégager son esprit et à penser sur le long terme, le moyen terme, voire le très long terme. Et c'est extrêmement important parce que derrière, ça ouvre des belles opportunités et ça paye vraiment. Donc vraiment avoir ça en tête, si vous voulez aller à la thèse, il y a des possibilités. C'est encore une fois un truc qui est très valorisé dans les domaines scientifiques. Et il faut vraiment pas le négliger, quoi. Donc en tout cas, donc tu fais ta thèse, on va accélérer un petit peu, tu sors de la thèse. Pourquoi tu continues pas en recherche? Pourquoi tu dis pas moi je fais mon postdoc et puis après je vais être prof et puis voilà quoi.
c'est un truc solitaire. C'est un métier solitaire, je trouve, là, quand même, chercheur, même si certains chercheurs vont pas être d'accord avec moi. Mais je trouve ça beaucoup plus solitaire que travailler dans une boîte. Et je me rends compte que moi, ça me va pas. J'ai pas envie de faire ça. Et puis, j'ai envie de produire des vraies choses et pas juste de la connaissance. Et donc, ouais, je sais que en fait, l'entreprise me convient mieux comme cadre. Pourtant, tu n'as pas fait de stage en entreprise à cette époque-là. Tu as fait des stages en recherche, tu as fait ton doctorat. Ton rapport à l'entreprise, il est lequel alors? Ah oui, j'ai fait un petit stage en entreprise avant, en ma première année d'école, donc en L3 en fait, enfin, l'équivalent, qui m'a fait un peu découvrir comment on travaille là-bas. Et puis, en fait, l'école d'ingénieur, je sais pas, enfin, elle transmet la culture d'entreprise. Ok. On baigne un peu dedans. Il y a tout le temps des entreprises qui viennent sur le campus. Ils nous font faire des projets. On travaille en mode projet. Ça copie ce qui se passe dans l'entreprise. Et justement, dans ton école, on a fait un peu rapidement, mais il y a des gens qui viennent de prépa comme toi, mais aussi, est-ce que aussi des gens qui viennent de l'université? Ouais, il y a des admis sur titre qui viennent d'IUT, qui viennent d'université, maths, informatique essentiellement comme voie. Et ouais, ils ont des compétences qui sont un peu différentes. Ils sont meilleurs en informatique que nous, généralement, mais ils sont moins bons en maths. Et donc, ils ont des remises à niveau en maths un petit peu, Ok, et puis on les aide, et quelque part, on se nourrit de cette différence. super. Donc il y a un autre mot, je vais revenir là-dessus parce que donc, tu fais ta thèse. Le fil conducteur, comme tu l'as dit, toi, c'est ton appétence pour les maths, l'application, les statistiques, l'application, la génétique. Le machine learning, il est en background, t'en entends parler vaguement, mais à quel moment tu rentres vraiment plein pied dans l'IA? Est-ce qu'il y a un moment de bascule ou ça se fait un peu naturellement? Ça se fait un peu naturellement parce que pendant la thèse, je m'oriente vers ces sujets-là. Et donc, je suis désolée, je vais devoir juste bouger un petit peu, mais je vais continuer à parler. Ouais, donc assez naturellement, en fait, en travaillant en recherche, on arrive sur les sujets de pointe. Et donc, moi, j'arrive très naturellement à un machine learning appliqué à la biologie. Ok. Euh, D'accord, donc machine learning appliqué à la biologie, dans le et, cadre de ta thèse. ouais. Et là, tu t'estimes préparé, armé pour ça, en te disant, voilà, ma thèse m'a équipé, j'ai les compétences techniques pour le faire, ou tu te dis, il faut que je reprenne des cours pour vraiment m'armer là-dessus, ou Ma non, thèse m'a équipée parce que la thèse, ça t'a- on est tout seul à travailler sur son sujet et donc on le maîtrise. Et donc, oui, je me sens équipée et j'ai passé assez de temps à quelque part. En fait, en gros, un projet de recherche, c'est un gros projet avant tout. Donc, c'est très appliqué, en fait, dans ce qu'on fait tous les jours. Donc, j'ai passé beaucoup de temps à manipuler des stats et à écrire du code qui utilise des modèles d'IA. Et donc, je sais que j'ai une très bonne base et que s'il y a des nouveautés qui arrivent en IA, ben, je ne serai pas perdue. Donc, Alors, il y a on avait parlé brièvement dans le briefing, il y a cette question aussi de la confiance. L'importance de la confiance, c'est de se sentir légitime. Et on avait parlé, des fois, il y a un biais de genre, il faut en parler, ou des fois, il y a des femmes comme toi, brillantes, qui font des parcours recherche et qui se disent, bon, d'un point de vue technique, qui ne se sentent pas nécessairement légitimes. Est-ce que toi, quand tu arrives derrière, donc tu quittes la recherche, tu rentres en entreprise, est-ce que tu as un doute sur tes compétences techniques ou tu te sens, dès le premier jour, hyper légitime ou pas? Euh, je crois que j'ai appris à accepter le doute. Enfin, je crois que tout le monde a cette espèce de complexe de l'imposteur un peu tout le temps. Et parce que, je sais pas, mais en tout cas, moi, j'ai tout le temps l'impression que je peux faire mieux. Et même si, en fait, je sais que de fait, ce que je fais est très bien et qu'on me le dit, que les chiffres sont bons, j'ai toujours ce truc de, mais en fait, ça, c'est pas parfait et je pourrais le faire mieux. Et là, peut-être qu'il y a une façon plus optimale de faire les choses. Et donc, j'ai appris, je pense que le doute fait un peu partie, pour moi, de la vie du quotidien et qu'on peut apprendre à vivre avec une part d'incertitude. Mm. Et ouais, et
et se dire que en fait, la plupart des gens ont un complexe de l'imposteur et c'est OK. Fake it until you make it, comme ils disent aux États-Unis. En tout cas, donc comment tu trouves ton premier emploi? Tu sors de thèse, tu rejoins quelle structure et comment ça se passe? En fait, j'ai fait un postdoc, mais je vais le sauter, c'est pas grave. Je rejoins une équipe. En fait, je m'intéresse beaucoup à l'éducation à ce moment-là, pendant ma thèse, et donc j'ai fait un postdoc en analyse de données de l'éducation. Donc, vous avez le pattern déjà où je garde l'analyse de données et puis j'insère un nouveau mot que j'aime bien. Et donc, après le postdoc, je viens travailler sur un logiciel pour faire beaucoup plus d'enseignement par projet à l'échelle et dans une équipe qui est une sorte d'organisation. Donc, en fait, c'est plutôt une ONG, mais qui est structurée pas mal comme une boîte, en tout cas notre équipe, et où l'objectif, c'est de créer des produits numériques pour faciliter l'enseignement par projet à très grande échelle avec des coûts maîtrisés. Avant que tu continues, je vais insister sur un point qui est un peu fil conducteur de cette série. L'IA, c'est un secteur extrêmement transversal. J'insiste vraiment là-dessus. Et vous le voyez là, c'est très intéressant. C'est que vous dites c'est un domaine qui est technique, mais en fait, si vous avez une appétence pour un secteur particulier et pour l'application de cette techno dans un secteur, ça passe beaucoup mieux. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de passion en fait pour le code en particulier à la base, mais qui sont passionnés par les applications, l'impact de la technologie dans un secteur. Certains, c'est la santé, d'autres, c'est l'éducation, d'autres, c'est la finance. Donc, encore une fois, quand vous dézoomez, c'est un outil qui peut être utilisé dans énormément de secteurs. Mais si vous avez une appétence pour un secteur et que vous devez monter en compétences techniques pour pouvoir vous épanouir dans le secteur, faites-le. Faites-le parce que ça va vous ouvrir encore plus d'opportunités. Donc voilà, je te redonne la parole sur l'aspect éducation, mais toi, le vrai fil, c'est pas l'IA en soi. C'est l'application dans un secteur qui, toi, t'intéresse. Et ça devient un outil, en fait, en réalité. Ouais, exactement. Et donc maintenant, avec l'IA générative, avec ChatGPT, tout ça qui arrive, on a fait un autre produit qui d'ailleurs pourrait peut-être, je ne sais pas, intéresser certains d'entre vous ici, mais c'est sur comment trouver un peu sa mission de vie en alignant ce qu'on aime, ce qu'on sait faire, ce dont le monde a besoin et ce pourquoi on peut être payé. Et donc, c'est une sorte on a créé, par exemple, un chatbot qui permet de discuter. Il pose des questions qui guident la personne vers la création d'une phrase qui résume un peu l'essence de ce que cette personne aimerait faire dans la vie. Alors, on va s'arrêter là-dessus, c'est très intéressant. On va du coup maintenant passer de manière plus concrète parce qu'on va dire, OK, mais on a compris, mais concrètement, qu'est-ce qu'elle fait? Donc là, on a un chatbot que tu as créé, que vous avez créé dans ton organisation. Je pense que beaucoup ici ont utilisé un chatbot comme type ChatGPT. Là, donc ils comprennent le concept de chatbot et d'IA générative. C'est quoi, toi, ton rôle dans ce projet-là? On construit un chatbot, toi, tu interviens où? Tu fais quoi? C'est quoi ton lien avec les autres? Dans chacun, de toute façon, des projets qu'on fait, le rôle du product manager, ça va être, en fait, dès le début déjà, avoir cette idée, qu'est-ce qu'on veut créer. Donc, il y a généralement en produit, en product management, il y a vraiment deux spécialités. Une qui s'appelle Product Discovery. Et donc là, l'objectif, c'est vraiment comprendre quels sont les besoins les plus importants des utilisateurs auxquels on voudrait répondre et commencer à prototyper à quoi pourrait ressembler un outil qui fait ça, qui répond à ces besoins d'une certaine manière. Et co-créer ça en faisant des entretiens avec les utilisateurs, en faisant éventuellement des moments où certains utilisateurs viennent en présentiel avec des designers, avec éventuellement des développeurs pour ensemble imaginer une solution qui répond aux besoins au mieux. Et donc, et ensuite, il y a l'aspect plus delivery. Et donc là, c'est, OK, une fois qu'on a une idée de à quel besoin on veut répondre, comment est-ce qu'on fait pour concrètement réaliser la solution le mieux possible?
Et donc là, c'est plus de la gestion de projet. Donc on va reformuler. Donc on a, en gros, à la fin de la discovery, on a un peu une image qu'on a dessinée du logiciel qu'on voudrait avoir. Et puis ensuite, l'objectif, c'est à partir de cette image, discuter avec les développeurs pour comprendre techniquement comment est-ce que ça pourrait être fait. Et ensuite, découper le travail en petits morceaux. Et ensuite dire qui fait quoi quand. Et une fois que les développeurs ont fait le travail, vérifier que ça correspond bien à l'idée de départ. Et toi, tu gères tout ça, en fait, du coup, de la discovery à la delivery. C'est toi, tu t'assures qu'en fait, finalement, le produit est délivré comme attendu, dans les délais attendus, et que tout le monde a fait son boulot, en fait. Exactement. Et une fois que ces choses-là sont faites, dès que possible, en fait, je rentre en contact avec les utilisateurs pour connaître leur satisfaction. Est-ce que, en fait, ça répond réellement à leurs besoins? Est-ce que ça répond d'une manière qui leur plaît? Est-ce qu'ils veulent recommander ce produit à leur meilleur ami? Donc, il y a vraiment tout ça. Et s'il leur manque quelque chose, qu'est-ce qu'il leur manque? Et donc, on itère sur ce qu'on a fait. Alors, on va s'arrêter encore là-dessus parce que c'est un point extrêmement important. Sachez que dans les boîtes tech, les product managers sont des gens extrêmement importants. Ils ont parfois un pouvoir de vie ou de mort, hein, franchement, sur les applications. Parce qu'ils ont une compétence qui est unique. Comprenez bien ça. Ils ont la charge de s'assurer qu'on a bien répondu aux besoins utilisateurs. Et si c'est un business, il faut générer du profit à la fin de la journée. Donc, il faut que les clients, les utilisateurs soient satisfaits du produit. Et ils sont en première ligne pour s'assurer que ce soit le cas. Et donc, ils peuvent avoir des tensions avec les équipes ingénieurs et développeurs parce qu'à la fin de la journée, c'est eux qui sont comptables de la satisfaction de l'utilisateur. C'est un point important. Mais pour pouvoir le faire, il faut qu'ils aient la compétence, l'appétence technique pour comprendre le produit, aller en profondeur, comprendre exactement ce que le produit fait. Donc, il faut une bonne base technique, une appétence pour l'interaction utilisateur. Donc, il faut aussi la psychologie utilisateur, comprendre les gens, ce qui les motive et autres. Donc, il y a une dimension vraiment psychologique, sociale très importante. Design, c'est quoi un bon produit, comment on le construit. Et donc, pour vous donner un exemple, si vous regardez les organigrammes, faites-le. Qui sont les dirigeants des grandes boîtes tech? C'est quoi leur parcours? Il y a beaucoup de gens qui ont des parcours ingénieurs, oui. Il y a beaucoup de gens qui ont des parcours produits. Moi, ma startup, Truera, notre CEO, c'est un ancien Chief Product Officer, par exemple. Et c'est très courant, parce que c'est un poste qui est extrêmement stratégique. Donc, le Chief Product Officer d'une boîte qui cartonne... Ouais. Oui, alors là, il faut traduire. Le directeur produit, excusez-moi. Le directeur produit du groupe, c'est ça en fait. Le directeur produit du groupe, c'est un acteur extrêmement important en fait dans une organisation. Et moi, ma startup, le directeur général de la boîte, donc le président directeur général, CEO en anglais, c'est quelqu'un qui a un parcours produit. C'est quelqu'un qui vient du produit, qui est un ancien directeur produit dans d'autres boîtes. Et si vous regardez les organigrammes de beaucoup de boîtes, beaucoup de ces gens-là sont des anciens qui viennent du produit. Et donc, c'est un poste extrêmement stratégique. C'est pour ça que je suis content d'avoir Irina. C'est un poste où il y a énormément de valeur. Et je vous passe les chiffres, mais ça paye aussi très bien. Et c'est très dur d'être un très bon en fait, product manager. Parce que, comme j'ai dit, ça demande d'avoir des compétences très variées. Il n'y a pas vraiment de formation qui y mène. Il faut être très curieux. Il faut faire comme des va-et-vient qui sont pas faciles à faire. Mais quand on le fait bien, en général, on a une carrière comme ça, qui va très vite. Parce que c'est très dur à trouver en fait. Donc, je te redonne la parole, mais je voulais insister pour qu'ils voient un peu l'importance de ce poste-là, en fait. Ah, je crois qu'on a perdu Irina. Elle est figée. Ah, la vidéo est figée, mais tu es là? Ah oui, je suis là. Je suis là. Donc, je te rends la parole. On a encore 2 questions. Après, c'est bon. Après, on va ouvrir, je veux dire, pour les autres étudiants. La première, c'est un peu ta journée type. Je sais que ça varie, mais pour qu'ils voient encore une fois, on va du plus général au plus concret. Ta journée type s'organise comment, en fait? Alors, nous, donc, je jongle entre les contacts avec les différentes personnes et avancer avec les différentes personnes. Donc, ma journée commence généralement par un petit point. C'est une réunion quotidienne de 15 minutes avec l'équipe de développement. Et ils disent juste qu'est-ce qu'ils ont fait hier et qu'est-ce qu'ils vont faire aujourd'hui. Ensuite, je rattaque la journée par généralement des réunions, soit avec des personnes qui sont plus les dirigeants de la structure où je suis, pour discuter de où est-ce qu'on veut aller, quelles sont les prochaines étapes. C'est vraiment réunions de stratégie. Je peux avoir des moments où je planifie des entretiens avec des utilisateurs. Donc parfois, je fais ce qu'il faut pour aller les contacter. Et parfois, j'ai un entretien avec eux où mon idée, c'est vraiment de leur parler et de toujours comprendre leurs besoins
et ou comprendre le retour sur l'utilisation de notre plateforme. Aujourd'hui, par exemple, c'est ma journée de la semaine où je passe beaucoup de temps avec un UX designer. Donc, c'est quelqu'un qui, à partir des besoins, moi, je vais lui dire, écoute, il y a ce besoin-là que j'ai priorisé. J'ai considéré que c'était le plus important. Et je veux rajouter quelque chose dans l'application pour satisfaire ce besoin-là. Et en gros, ça va ressembler à ça. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu peux me dessiner quelque chose à quoi pourrait ressembler cette solution, de sorte à ce que, je sais pas, tout soit intuitif en fait, de sorte à ce que on comprenne bien à quoi sert chacune des pages, où sont les différents boutons d'action pour pouvoir réaliser ce que les utilisateurs veulent réaliser, et pour que les utilisateurs comprennent tout de suite, pour qu'ils n'aient pas d'aide à lire. Voilà. Ouais, alors, merci beaucoup. Et du coup, c'est pour toi, avec ce recul-là, cette expérience-là aujourd'hui que tu as, c'est quoi les trois qualités les plus importantes pour être un bon product manager? Qu'est-ce que ça prend en fait? Oh là là. Je crois qu'en fait, c'est un métier qui est tellement vaste que personne ne le couvre parfaitement. Et chaque product manager va avoir un peu ses points forts. Donc, il peut y avoir... moi, ce que j'adore dans mon métier, c'est l'empathie. Je pense que c'est vraiment important de vite comprendre quels sont les besoins et surtout quels sont les besoins les plus pressants, en fait, et les plus bloquants pour les utilisateurs. Et pour ça, il faut beaucoup leur parler. Et moi, j'adore ça et je pense que c'est une qualité dans le métier. Il y a un aspect qui est juste esprit de synthèse et priorisation. Que voilà, qui peut être plus ou moins. On a toujours besoin de prioriser. Ensuite, il y a des aides à la priorisation, ça s'apprend. Donc, on peut s'améliorer là-dedans. Il y a un aspect gestion de projet. Donc, réussir à être un petit peu carré quand même pour réussir à distribuer le boulot de sorte à ce qu'à la fin, il y ait la production qu'on voulait. Il y a un aspect rigueur, je sais pas, moi, ça dépend pareil des entreprises, mais moi, c'est moi qui m'assure de la qualité finale de l'implémentation. Et là, par exemple, aujourd'hui, j'ai passé un certain temps aussi avec le UX designer à juste parcourir une page qui a été développée et dire, là, il y a un petit peu trop d'espace à droite et un petit peu pas assez à gauche. Et en fait, ce bouton, je sais pas s'il est clair et s'il faudrait pas plutôt le présenter comme ça. Ouais. Ouais. Je t'interromps là-dessus parce qu'effectivement, tu as listé des très bonnes qualités. Un point sur lequel je vais insister, c'est la rigueur. La rigueur, c'est une attitude, hein, qu'on soit bien clair, hein. Ça n'a rien à voir avec ce que vous faites, c'est un rapport à la vie, c'est un rapport au travail que vous rendez. Et encore une fois, qu'on étudie, on a tendance parfois à bâcler ou à faire les choses légèrement. Et c'est un métier, pour le coup, où ça ne pardonne pas. Là, on n'a pas le temps de vous faire une démonstration, mais quand vous tapez une page et que vous regardez chaque détail, c'est au pixel près, hein. Ce n'est pas un regard comme ça, en 2 minutes, on passe à autre chose. Donc, si on n'a pas cette rigueur-là, en fait, on va faire des erreurs. Et en fait, on va faire beaucoup d'allers-retours. Et un product manager qui fait beaucoup d'allers-retours, en général, il ne dure pas dans une organisation. Si c'est lui qui est dysfonctionnel et qui n'est pas capable à un moment donné d'avoir la rigueur nécessaire pour s'assurer que son review est bien fait et que tout est bien aligné et que le projet est bien exécuté, c'est terminé. Donc vraiment avoir, encore une fois, et la rigueur, ça va au-delà de votre travail, c'est comment vous gérez les choses, c'est comment vous organisez votre journée. C'est une qualité extrêmement importante en général, mais pour ce poste-là, elle est indispensable. Ça, c'est un point vraiment, je pense, Irina, sous le contrôle d'Irina, hein, mais en tout cas, chez nous, les product managers, c'est des gens extrêmement rigoureux. Sinon, ils vont pas faire l'affaire longtemps, en fait. Donc voilà, on va rester là-dessus. On va ouvrir le floor parce que j'ai posé plein de questions. On a une petite audience, mais je pense qu'il y a des questions parmi l'audience, j'espère. Et puis, je pense que Véronique a des questions. Donc voilà. Merci beaucoup. C'était, je pense, hyper enrichissant. Un métier, je pense, qu'ils ne connaissent pas. Donc voilà. Donc j'en arrête là, mais on prend les questions du public. Vous pouvez soit ouvrir le micro, soit poser dans le poser chat. les questions. Ouais. Sinon, moi, pour commencer, j'ai ma première question là qui me vient, c'est que là, j'entends parler d'un vrai profil scientifique, les mathématiques, etc. Mais je me dis quand même, pour travailler sur ce type
de mission, enfin est-ce qu'il y a d'autres profils? Énormément. En fait, il y a beaucoup de profils business. Donc, des gens qui ont un peu plus étudié en école de commerce et de management. Eux, ils ont dans les. Moi, par exemple, je suis moins forte pour savoir comment faire en sorte que mon produit génère beaucoup d'argent. D'autres product managers vont être plus forts en ça. Souvent, moi, je suis en train justement de me former pour améliorer cet aspect business-là. D'autres l'auront déjà et le feront après. D'autres personnes, aussi, une super façon de rentrer dans le produit, c'est par le support client. Et là, il y a un peu tout. Des gens qui vont aller travailler en support client, c'est vraiment n'importe quel profil. Ça peut être un profil littéraire, un profil plus qui vient d'IUT, un profil, vraiment de tout. Il faut juste avoir un sens de conversation avec le client, de service, on va dire ça comme ça, et aussi une certaine rigueur. Et donc, eux, ils montent, en fait, eux, ils sont super parce qu'ils comprennent direct très, très bien que veut le client. Et donc, généralement, sur des gros produits, ils montent bien pour ensuite aller vers Product Manager. Et du coup, ça veut dire aussi qu'ils doivent avoir un minimum de compréhension de l'outil ou du langage scientifique ou... En fait, ça dépend vraiment sur quel outil vous travaillez. C'est-à-dire, plus l'outil va être technique, plus il va falloir de bagages techniques. Si l'outil est très design, vaut mieux avoir un bagage design. Si l'outil est très business, il vaut mieux avoir Exactement. un bagage business. Et juste un point, encore une fois, j'insiste sur l'appétence, on peut découvrir en apprenant. Nous, on a un pur software, on vend purement du logiciel. On a une équipe produit marketing aussi, qui sont des gens qui viennent du marketing et qui ont aucune base scientifique à la base. Mais à la fin de la journée, quand on fait du marketing d'un logiciel, ben oui, il faut commencer à se poser des questions sur qu'est-ce que le logiciel fait, c'est quoi ses fonctionnalités, il répond à quels besoins. Et moi, j'ai vu des trajectoires remarquables en fait de gens qui avaient des profils pas du tout techniques, mais en s'intéressant au produit. Encore une fois, il faut s'intéresser, il faut que ça nous intéresse. Ils sont intéressés en général par l'impact du produit, pas par le produit en soi, mais pourquoi les gens apprécient le produit, qu'est-ce qu'il résout comme problème. Ben, ils vont petit à petit développer une compréhension technique du produit. À force d'interagir avec les équipes produits, les équipes ingénieurs, ils vont être capables de le marketer. Mais pour marketer un produit, il faut le comprendre, il faut le connaître, il faut être à l'aise avec. Sinon, on va se poser des questions d'utilisateur ou de client potentiel, on va être vite déstabilisé. Mais une fois qu'on a bien compris son produit, en général, on est capable de le défendre, en fait. Ok. C'est encore une fois la curiosité. Des questions? Vous pouvez les poser dans le chat ou poser des questions directement. Vous pouvez juste mettre le micro, vous n'êtes pas obligé de mettre la caméra. Il ne faut pas être timide, hein, c'est des opportunités pour vous. Donc, Ouais. Sinon, moi, j'en ai une autre parce qu'on a parlé des qualités qu'il fallait pour ce métier. On a parlé de l'empathie, de l'esprit de synthèse, de savoir prioriser, etc. Et on a parlé de la rigueur. Mais est-ce que, enfin, en fait, ça doit être hyper stressant. En stressant fait, ou pas tes journées? c'est-à-dire, franchement, mes journées sont superbes. C'est un métier où il y a une très forte satisfaction dans le métier parce que on a un gros pouvoir de décision. Et moi, j'adore le fait d'interagir avec plein de monde. Et c'est-à-dire que, encore une fois, comme c'est un métier qui est tellement à facettes multiples, si on ne sait pas faire quelque chose, on va chercher une aide sur ce quelque chose parce que on ne peut pas tout faire. Voilà. Et donc, en fonction de la culture d'entreprise, c'est plutôt ça qui rend le truc stressant ou pas. Exactement, ce que j'allais dire. Ce qui rend stressant en général un métier, c'est pas tant le métier, mais c'est à qui on bosse, hein. En général, le stress, il vient un peu des gens à qui on travaille, plus que de ce qu'on fait de sa journée. Et je pense juste un point pour compléter. Moi, je trouve satisfaisant. Moi, j'aurais aimé, par exemple, moi, je suis directeur stratégie et business dev. Je suis plus dans la partie sales, business, mais j'adore bosser avec les équipes produits. Je trouve qu'ils ont un pouvoir incroyable dans l'organisation, mais de deux, ils font un truc hyper intéressant. Donc, je pense que quand on a le souci de l'utilisateur, en fait, je pense aussi à un métier de service un peu. Je contredire Rina, mais il faut avoir ce souci de l'utilisateur. Et en général, dans la pièce, paradoxalement, c'est les gens qui ont plus ce souci-là. Parce que c'est eux qui ont les données utilisateurs, c'est eux qui sont un peu en train de défendre l'utilisateur. Parce que l'ingénieur, en général, data scientist,
des fois, le réflexe, c'est bon, l'utilisateur, il est un peu bête, quoi. Il est un peu bête, il comprend pas trop, ou voilà, j'ai pas envie de faire ceci ou cela. Et c'est souvent les équipes produits qui les forcent, en fait, en réalité. Les ingénieurs, des fois, ils trouvent les tâches un peu nulles, un peu bateau, quoi. Et le garant, en fait, de l'intérêt de l'utilisateur dans la pièce, en général, c'est l'équipe produit. Donc, il faut avoir ce souci de l'utilisateur, je pense. Il y a une question. Ah, super. Alors, je pense que tu peux la lire dans le chat, Irina. Oui, moi, je peux. Tu peux la lire, vas-y, Véronique, ouais. Bonjour, en tant qu'étudiant, on a une vision peut-être un peu biaisée d'une thèse. Concrètement, sommes-nous livrés à nous-mêmes pour rechercher les informations pendant 3 ans afin de nourrir notre projet de recherche, même si nous bénéficions d'un certain accompagnement, ou sommes-nous principalement très autonomes? Très bonne question. J'ai envie de dire que ça dépend de votre directeur de recherche et de la relation avec votre directeur de thèse. Et pareil, de l'ambiance dans le laboratoire que vous choisissez. Moi, on m'avait donné comme conseil, c'est 50% de la réussite de la thèse dépend de ta relation avec ton directeur de thèse. C'est peut-être un peu exagéré comme pourcentage, mais peut-être 30%, ouais. C'est vraiment important de, je dirais, idéalement faire un stage avant avec le directeur de thèse pour voir comment ça fonctionne et si ça convient et s'il encadre assez. Et donc, ça peut être... Moi, par exemple, j'ai pris un directeur de thèse où j'étais très accompagnée parce que justement, j'avais très, très peur d'être toute seule avec mon sujet. Et donc, j'ai pris un directeur de thèse qui n'avait pas 36 000 thésards et donc qui avait le temps de m'encadrer. Et aussi, ce qu'on m'avait donné à l'époque comme règle, c'était il ne faut pas qu'il encadre plus de 3 personnes parce que s'il a plus de 3 personnes, il n'a plus le temps de bien les encadrer. Après, dans des gros labos, ça peut être des post-docs qui vont encadrer. Donc, ça dépend vraiment, vraiment de la culture du labo. Alors, très bonne question. Je vais juste compléter. C'est un élément en fait que j'ai pas abordé avec d'autres calls, mais choisissez vos managers. C'est le meilleur conseil qu'on m'a donné en fait quand j'ai commencé ma carrière après mes études. C'était un ami à moi quand j'étais à la fac qui m'a posé à Oxford qui m'avait donné ce conseil. Parce qu'en fait, quand on candidate à un emploi, on se dit mais non, c'est nous qui sommes choisis. Non, non, choisissez vos managers. L'intérêt d'aller dans des filières comme celle-ci et des postes comme ça, c'est que vous êtes très demandé. Vous avez ce luxe-là de choisir avec les gens avec qui vous travaillez. Et même pendant l'entretien, vous, si vous voulez être mentoré, vous voulez être encadré, vous posez la question directement. Et il faut que la personne en face ait l'appétence pour le faire, le temps et l'intérêt. Pareil pour la thèse. Et ça, c'est vrai pour la thèse et même les premiers emplois. Moi, j'ai toujours choisi des managers qui aimaient ça. Parce qu'il y a beaucoup de managers qui n'aiment pas gérer des gens. Je vous le dis clairement, ils sont là parce que voilà, pour X raisons. Mais gérer des gens, ils n'aiment pas. J'ai toujours choisi dans les entretiens des gens qui aimaient parce que je voulais être bien encadré, je voulais progresser. Et je ne travaille pas avec quelqu'un qui n'aime pas gérer, qui n'aime pas me transmettre. Si vous n'aimez pas transmettre, je ne vais pas travailler avec vous. Parce que mon but, moi, c'est d'apprendre aussi de votre expérience. Donc, pareil là, c'est à vous d'être proactif et de sentir si la personne en face a envie de transmettre ou de vous encadrer. S'il n'y a pas cette envie-là, faut aller ailleurs, quoi. Mais si vous le savez, ou en tout cas vous y allez, mais en tout cas vous savez dans quoi vous embarquez, quoi. Peut-être d'autres Pas de questions, du coup? questions? Moi, j'ai C'est peut-être ça. une question pour, je ne sais pas, celle qui voudrait bien répondre, mais je voudrais savoir en fait si quelqu'un veut bien dire pourquoi vous êtes là et qu'est-ce qui vous a emmené à vous intéresser à ce métier-là. Où est-ce que vous en êtes chacune et chacun? Ouais. Alors, on Alors, va je me laisser les permets étudiants de essayer répondre. de répondre. Je ne sais pas si vous m'entendez. Ouais. Très bien. Nina, Je suis désolée, je suis dehors en fait, donc il y a un peu pas de problème, Nina. Alors, pour répondre à la question, moi, donc, je suis en BUT, donc c'est à l'IUT, c'est pas à l'université. Et donc, je suis en gestion d'entreprise, donc c'est vraiment le profil business. Enfin, je te tutoie, désolée. Et donc, l'an prochain, j'en en master en management, data et IA. Donc, quand j'ai vu le livre, je me suis directement sentie concernée. Et c'est vrai que en tant qu'étudiante dans un profil, je ne connais pas vraiment les métiers du digital, de la data, pour l'annonce, je tombe beaucoup sur ce type d'annonce-là, donc chef product, product manager, il y a pas mal d'annonces, des titres, des intitulés tous différents, mais qui veulent plus ou moins tous dire la même chose. Donc, je voulais vraiment savoir concrètement
en quoi ça consistait et voir surtout quel était le profil qui était attendu. Est-ce que moi, en tant que profil plutôt business, j'avais justement cette légitimité dont on parlait tout à l'heure. Et là, on va dire que j'ai un peu eu mes réponses, donc je suis assez satisfaite. Super, merci pour ce témoignage. Super. On a une autre question. Merci beaucoup, Lina. J'espère qu'on a répondu effectivement à ta question. Et oui, il y a des profils business énormément et ça dépend encore une fois de l'appétence pour le produit, mais on est très content. On a une autre question rapide là. Je ne sais pas si tu peux la lire, Véronique. On a une question aussi dans le chat. T'es mutée, Véronique. Tu es sur mute. Ouais. C'est Inès à nouveau qui pose une question, donc super. Sur le marché du travail, pour un poste technique comme ingénieur en machine learning, par exemple, les entreprises vont privilégier des chercheurs ou des ingénieurs, point d'interrogation, et elle a Bonne question. rajouté entre parenthèses pour une même spécialité. T'as entendu la question, Irina? Ouais. Alors, J'ai envie de dire ça dépend. Ça dépend exactement de ce qu'est le poste, de ce qu'est le salaire. Il y a des postes produits qui sont, comment dire, très orientés utilisateurs. Il y a des postes qui vont être au contraire très orientés, comment dire, produits qui servent des produits qui servent des utilisateurs indirects. Et donc, généralement, les produits là qui servent des produits, c'est des produits qui sont beaucoup plus techniques. Et donc, ça peut être technique en mode, il faut très bien connaître les logiciels qui sont employés pour très bien, je sais pas moi, comprendre comment marchent les serveurs et comment ils interagissent entre eux. Et dans ce cas-là, il n'y a pas besoin d'une thèse pour ça. Et donc, peut-être qu'ils vont avoir des ingénieurs et peut-être des postes qui sont plus sur où il y a vraiment une réflexion sur comment bien utiliser les algorithmes pour bien servir les utilisateurs. Peut-être où, du coup, il y a un aspect, je pense, un petit peu plus créatif et un petit peu plus avoir le feeling de l'intuition de si on fait ça, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Là, les profils thèses vont servir plus. Mais à mon avis, il ne faut pas vraiment réfléchir comme ça. Au bout d'un moment, si vous êtes ingénieur ou chercheur, vous allez trouver du boulot. exactement. Donc, c'est en fonction de ce que vous voulez, de ce qui vous plaît plus. Laissez-vous guider. En fait, et le choix aussi d'aller en thèse, encore une fois, il faut une appétence pour un sujet, pour une discipline. C'est un choix qui doit être guidé par la passion, pour l'intérêt pour la discipline, même si vous avez des considérations d'employabilité. Mais comme on l'a dit, une thèse dans les domaines techniques, vous vous en sortez, hein, vous vous insérez facilement. Le seul point que j'ajouterais rapidement, nous, on a beaucoup de chercheurs dans l'équipe data science et l'équipe ingénierie, tout simplement parce qu'on est sur vraiment un produit très innovant. Et en général, quand on parle d'innovation, on a besoin de gens qui ont une forme de curiosité que la thèse amène. Je caricature, mais je dis, c'est pas que quand on est ingénieur, on n'est pas curieux, c'est pas mon point. Mais quand il faut bâtir un produit entièrement neuf qui n'existe pas en fait sur le marché, c'est un pari. Une startup, c'est ça, c'est un pari sur l'avenir. Il faut des gens qui ont c'est un peu à la fois cette curiosité et cette résilience de chercher un peu dans l'obscurité jusqu'à ce qu'on tombe un peu sur le bon produit, quoi. Et la thèse développe ça, hein, ce mélange de résilience et d'innovation et de curiosité qui est très apprécié. Nous, on apprécie beaucoup les profils recherche en machine learning pour ses qualités au-delà de l'expertise technique, et vraiment cette capacité à être résilient, très curieux, à pivoter rapidement, à être innovant, et pas toujours chercher des choses sur étagère qui existent déjà, quoi. La thèse amène en général ces qualités-là. Ouais, ben merci beaucoup. Merci. Bon, on va bientôt fermer. Peut-être une dernière question, Véronique, et puis on va aussi fermer. Sur mute, Véronique. Ouais. Moi, c'est une chose que j'ai retenue tout au début de la présentation. C'est à un moment donné, Irina a dit que quand elle était en école d'ingénieur, ce qui lui avait permis de souffler par rapport à la prépa, c'était le fait qu'elle s'était investie dans une vie associative plus dense. Et donc, j'aimerais bien qu'elle nous raconte, parce elle a dit vite fait, mais je trouve que pour moi, je trouve que c'est important que les étudiants s'investissent sur d'autres projets que ceux de l'université ou des écoles, parce que pour moi, c'est un apport important et c'est le premier pas pour développer son réseau. Ouais. Est-ce que moi, j'ai été
dans le bureau des arts et j'étais dans un club du bureau des arts. On montait une comédie musicale. Et donc, j'étais pas mal investie dans ça. Et qu'est-ce que ça m'a apporté? Le fait de faire un projet avec aucun enjeu pro, ça fait qu'on est guidé juste par ce qu'on aime faire. Et donc, ça m'a aidé à explorer ce que j'aime faire d'une certaine manière. Ça m'a aussi donné mes premières claques parce que c'est un gros travail en groupe. Et donc, typiquement, un jour, j'ai pas été assez structurée et je devais, je sais pas, enseigner une choré à des gens et clairement, je la connaissais pas assez bien. Et donc, ça m'a valu des jugements de la part de mes camarades dont je me souviens encore. et, et donc, ça m'a aidé à aussi apprendre à me relever après, sans qu'il y ait de trop gros enjeux, mais tout en forgeant des relations sociales que j'ai gardées pendant très longtemps. Et puis, il y avait aussi un aspect très fort de gestion de projet qu'on apprend sur le terrain beaucoup mieux en asso que dans un cours où, en fait, pour monter une comédie musicale, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a un aspect, nous, on inventait le scénario, on inventait les chansons, on inventait la musique pour les chansons, on inventait les déguisements, les décors, les chorés. Il y a énormément de choses à faire, donc il y a énormément de gens qui bossent dessus. Et donc, il faut coordonner tout ça. Et bien sûr qu'il y a des gens qui ne font pas leur boulot, et donc comment est-ce qu'on gère ça? Et tout ça, c'est des apprentissages qui servent très concrètement après aussi. Donc, voilà, super expérience. J'ai été super fière du résultat, parce qu'en fait, c'est mon projet artistique, je pense, le plus gros que j'aurais jamais fait. Et après, j'étais aussi dans des juniors entreprises où j'ai pu, du coup, un petit peu plus fréquenter le milieu entreprise et justement un peu découvrir ce que c'était que, en l'occurrence, c'était être chef de projet pour des missions entreprises dans un cadre où on avait quand même des attentes relativement faibles et beaucoup de gens pour nous aider, à qui on peut poser des questions, avec qui on peut travailler ensemble. Et j'ai beaucoup aimé ça. Ouais. Ah, c'est vraiment une chose qui me surprend parce que je ne m'attendais pas à ça. Je m'attendais à un hackathon, à quelque chose de ce genre. Et je trouve ça super bien de voir qu'on peut sortir complètement de sa bulle scientifique pour faire des choses différentes. Vraiment, bravo. C'est important de respirer, hein, parce que sinon, après, on dit un fou, hein, franchement. Donc, une dernière question. On voit que Inès a beaucoup de questions et c'est super. Une dernière question, tu peux lire, Véronique, après, on va vraiment devoir y aller, parce que après, j'ai un autre call. Voilà. Alors, concernant les stages en laboratoire de recherche, savez-vous si, au-delà des stages de fin d'études, il est possible pour les étudiants d'approcher ce milieu pour découvrir si cela leur plaît vraiment ou pas? Bonne question. Comment on rentre sans le stage de recherche Moi, j'ai commencé par demander un projet. J'ai commencé par demander un projet de recherche dans le cadre de ma scolarité, en fait. Et donc là, j'ai pu découvrir, je ne travaillais pas dans le labo, mais j'ai pu découvrir ce que c'est que de résoudre un petit problème qui est un problème de recherche. dans le cadre du master, hein, excuse-moi de te couper, mais tu faisais ton laboratoire de recherche, tu faisais ton stage de recherche en master, non? Non, c'était avant, j'étais encore en M1, L3. donc j'étais encore en école d'ingénieur. Et on avait un projet qui était assez libre et on pouvait faire un projet de recherche. Et donc, c'était à ce moment-là que je suis allée toquer à la porte d'un chercheur en me disant, en fait, ça m'intéresse ce que vous faites. Est-ce que vous aviez un petit projet pour moi pour que je découvre ce que c'est? Et en fait, en général, les chercheurs sont très, très ouverts et accueillants envers n'importe quel étudiant. Et ils ont aussi un rôle d'enseignement, donc ils sont prêts à donner du temps pour vous aider à découvrir. Donc ça, c'est un des moyens. Il y a des conférences qui peuvent être données sur votre campus ou sur d'autres campus où vous pouvez découvrir qu'est-ce que ça peut présenter en projet de recherche. Exactement ce que j'allais dire. J'allais dire sur l'université déjà. Puis il y a des possibilités aussi de demander de visiter un laboratoire. Ouais, franchement, s'il y a un laboratoire, le sujet vous plaît, toquez à la porte. Parlez aux thésards s'ils sont peut-être plus accessibles.
sortez. Ouais, soyez proactifs. Vous êtes à l'université, c'est ce lieu de rencontre, hein. C'est ce lieu où Ouais. encore une fois, qu'on est un peu curieux, il se passe des choses, quoi. On rencontre des gens, donc, mais il faut avoir l'envie d'y aller, quoi. Ouais. Si, Bon, en si tout vous cas, aimez parler avec les gens, parlez. Si vous aimez faire des projets, demandez à ce qu'on vous donne des projets à faire. Voilà. alors, premièrement, est-ce que tu peux arrêter l'enregistrement, s'il te plaît, Véronique? Comme ça, on Mmh. ne perd rien. Un grand merci, Irina. C'était, je pense, un échange hyper intéressant, vraiment. Je pense qu'on a